quelqu'un possède juste votre nom, prénom et vous veut du mal, qu'est-ce qu'il est capable de trouver sur Internet sur vous? Si vous supprimez ces photos-là, ce sera un élément en moins qui pourrait être utilisé contre vous dans le cadre d'un cyberharcèlement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue avec nous. Du coup, on va démarrer cette semaine de la mêlée numérique et dans un premier temps sur un thème qui va vous concerner particulièrement, étant donné que c'est un sujet en plus très à la mode malheureusement en ce moment, c'est le cyberharcèlement. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on se présente déjà pour vous exposer un petit peu qui on est. Et puis après, on va avoir une petite demi-heure, donc ça va aller vite, mais pour essayer d'aborder quelques points particuliers en fait, concernant ce phénomène, cette problématique très, très sociétale à l'heure actuelle. Donc Candice ? Bonjour à tous, donc, je suis Candice Van Lancker, je travaille au sein du groupe Vive, dont fait partie Harmonie Mutuelle. Le groupe Vive, premier acteur de la protection sociale en France, 10 millions d'adhérents, plus de 1700 établissements de soins. On travaille pour accompagner vraiment les citoyens dans leur santé de tous les jours et que ça soit accessible. Aujourd'hui, j'interviens parce que je suis directrice du programme Confiance et éthique du numérique au sein de la direction Data. Alors, ma mission, voilà, c'est de faire en sorte que les données qu'on utilise, la digitalisation des services que l'on fait, répondent bien aux valeurs que l'on défend au sein du groupe et au sein des mutuelles du groupe. Et aujourd'hui, voilà, je suis là pour échanger sur les questions de cyberharcèlement, qui est un enjeu aussi pour la santé des jeunes. Et voilà, de chouettes échanges qui s'annoncent. Très bien, merci beaucoup Candice. Baptiste ? Bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle Baptiste Robert, moi je me suis fait connaître comme hacker éthique. Donc il y a maintenant 8 ans de ça, un peu plus de 8 ans, j'ai trouvé pas mal de failles de sécurité dans des applications mobiles et des sites internet. Et comme j'aimais bien avoir des problèmes, surtout de gouvernement, j'ai publié, je me suis fait connaître sur ces questions-là. Et aujourd'hui, je suis pas mal connu sur Twitter notamment, avec une belle communauté d'à peu près 250 000 personnes. Voilà. Et on va parler de cyberharcèlement. C'est un sujet sur lequel je fais beaucoup de sensibilisation et notamment d'empreintes numériques, parce que c'est très relié. Vous avez tous une empreinte numérique, vous postez tous de l'information sur Internet, et des gens mal intentionnés ou bien intentionnés comme moi vont être capables de vous retrouver et de retrouver un niveau de détail extrêmement important sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, avec qui sont les personnes à qui vous parlez. Et si on vous veut du mal, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Et que c'est à vous de faire attention à ce que vous postez sur Internet. Merci Baptiste. Et donc moi, je finirai également pour me présenter. Donc, je m'appelle Frédéric L'Enfant. Moi, j'ai une première carrière en gendarmerie, en section de recherche, donc dans tout ce qui est enquête judiciaire plutôt complexe. Et maintenant, j'ai basculé dans le privé où je travaille dans le volet cybersécurité, cyberinvestigation également, donc sur Internet. Et je suis également expert judiciaire en analyse criminelle et investigation numérique, ce qui me conduit régulièrement à faire des expertises sur les supports numériques, donc les disques durs, les téléphones, etc. Et ce qui m'a permis également de constater un certain nombre de modes de comportement sur pas mal d'expertises de supports numériques chez des jeunes. Et donc c'est un petit peu ce qu'on va évoquer aussi par la suite. Donc dans un premier temps, Baptiste a commencé à aborder le sujet. Ce qui est extrêmement important dans le cyberharcèlement, déjà, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir que c'est un délit, d'accord ? C'est l'article 222-33-2 du Code pénal. C'est 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Donc ça, c'est la partie juridique. Et en fait, en quoi ça consiste ? C'est vraiment l'analyse des données, d'accord ? Qui va porter atteinte, en tout cas c'est le comportement d'une personne qui va porter atteinte auprès d'une autre personne et du coup sur la base également des données numériques. Et c'est pour ça que Baptiste, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette notion d'empreinte numérique et toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière ? Alors, l'empreinte numérique, c'est vraiment
avant de parler de cyberharcèlement, il nous faut déjà définir ce que c'est l'empreinte numérique. Vous avez dans la vie réelle une empreinte. Vous rencontrez des gens, vous discutez avec vos amis, vous allez en cours, vous allez dans des endroits, vous envoyez des messages sur Internet, etc., etc. Vous avez des interactions dans la vie réelle qui font que « Ah bah oui, je t'ai croisé hier, je me souviens ». Ça, c'est une interaction dans la vie réelle. Vous avez une vie parallèle qui est votre vie numérique. Vous envoyez un snap à un pote, vous envoyez un WhatsApp à quelqu'un d'autre, vous allez sur un site internet, vous êtes aux toilettes, vous ouvrez une application de jeu pour passer le temps. Vous avez, tous les jours, vous faites des actions dans votre vie numérique. Et donc, vous avez un profil numérique. Et l'empreinte numérique, elle est décomposée en deux parties. Il y a les données que vous donnez vous, c'est-à-dire que moi, je sors mon téléphone, je prends une photo, tous ensemble, et je dis « Ouais, on est à la mêlée numérique, aujourd'hui, on donne une conférence sur le cyberharcèlement. » Donc, on va voir ma tête, on va savoir que Baptiste Robert, à 9h00, il était à Toulouse, à la mêlée numérique, et derrière, on voit vos visages, donc potentiellement, on peut vous reconnaître. Et ça, c'est de la donnée que moi, je donne volontairement. Et il y a la donnée qui est prise sans forcément que vous vous en rendiez compte. C'est-à-dire que quand vous envoyez un message WhatsApp, vous n'envoyez pas juste « ça va ». Vous envoyez plein d'autres données, des centaines de données associées. C'est ce qu'on appelle la métadonnée. Par exemple, vous allez envoyer le fait que vous êtes connecté à un Wi-Fi ou pas. Est-ce que il y a la force du Wi-Fi associé, votre niveau de batterie, est-ce que votre téléphone est branché ou pas? Ils vont récupérer tout un tas de données qui vont permettre de savoir dans quel état est vraiment votre téléphone. Et donc, votre empreinte numérique, elle est publique. La quasi-totalité de ce qui vous décrit sur Internet est public. C'est-à-dire que si vous me donnez par exemple votre nom-prénom, si vous me donnez votre pseudo ou une adresse email que vous utilisez, je suis en capacité de remonter la quasi-totalité des informations qui vous concernent. Et il m'arrive très souvent, dans le cadre de mon travail, d'avoir des gens qui viennent me voir et qui me disent « Baptiste, qu'est-ce qui traîne sur moi sur Internet? Est-ce que tu es capable de me dire ce que tu peux trouver sur moi ?» On me donne juste un nom, prénom, et on va réussir à retrouver la profession de la personne, son adresse personnelle, ses adresses e-mail, ses numéros de téléphone, les différents événements auxquels il participe, mais aussi sa famille, son père, sa mère. Et le problème, c'est que même si vous faites attention, votre entourage, potentiellement, ne fait pas attention. Vous êtes au lycée avec un copain, une copine, vous faites attention à votre empreinte numérique, mais il y a quelqu'un à côté qui vous prend et qui vous met dans une story Instagram, en fait, vous avez beau faire attention, la personne d'à côté n'a pas fait attention. Et donc, c'est très important d'être vraiment vigilant sur les données associées. Et c'est pour ça, et après je laisserai la parole, c'est pour ça qu'un premier conseil que je peux vous donner, c'est mettez-vous dans la peau d'un attaquant. C'est vrai que c'est difficile, en plus à vos âges, je ne suis pas beaucoup plus vieux, mais à vos âges, c'est difficile de se dire si quelqu'un vous veut du mal, si quelqu'un possède juste votre nom, prénom, et vous veut du mal, qu'est-ce qu'il est capable de trouver sur Internet sur vous? Si je prends votre nom, prénom, que je le mets dans Google, qu'est-ce que je trouve? Si je prends votre pseudo que vous utilisez, que je le mets sur un moteur de recherche, que je le cherche sur Snapchat, que je le cherche sur Facebook, que je le cherche sur TikTok, qu'est-ce que je peux trouver? Si je vous veux spécifiquement du mal, qu'est-ce que je vais être en capacité de trouver? Et une fois que vous avez fait, en fait, vous êtes mis dans la peau d'un attaquant, vous allez voir, vous allez trouver plein de trucs, et vous allez être capable de réparer tout ça. Vous allez être capable de vous dire « Ah ben non, ça ne devrait pas être public », et vous allez l'enlever. Et c'est vraiment ça, faire attention à son empreinte numérique, c'est de se mettre dans la peau d'un attaquant, de se chercher soi-même, et d'aller enlever tout ce que vous devez enlever et qui n'est pas censé être public. Et faites ce travail-là,
Ça prend pas beaucoup de temps. Faites ce travail-là, cherchez-vous, réduisez votre empreinte numérique et déjà, vous allez être protégé vous-même. Merci Baptiste. Du coup, là, on a vu vraiment l'impact de son usage du numérique, d'accord. Mais effectivement, le cyberharcèlement, c'est également dans le milieu scolaire, ça peut être également dans la vie physique, hein, au sein des lycées, au sein des collèges, etc. Et c'est vrai que ça se traduit également sur ce comportement, en fait, qui va nuire, d'accord, à la personne. C'est une atteinte à la personne. Et moi, pour revenir sur l'expérience que j'ai et qui rejoint un petit peu le premier discours sur la vie sur Internet, c'est également la vie sur vos téléphones. Même si ça ne part pas directement sur Internet, le comportement, en fait, avec les supports numériques, tout ce qui va être enregistré, tout ce qui va être diffusé, même si c'est uniquement entre deux personnes, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, je vais parler de quelque chose qui est assez habituel, en tout cas que j'ai constaté sur les expertises, c'est les nudes. Les nudes, c'est un vrai phénomène, c'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est, d'accord ? C'est se filmer dans des situations où on est plutôt nu ou dans des positions suggestives, etc. Il faut bien comprendre que normalement, dans l'esprit des gens, c'est de une personne à une autre personne. Et qu'il y a cette notion de confidentialité. Mais la confidentialité, ça va rejoindre un petit peu la problématique que Baptiste évoquait, c'est où est-ce que va être stockée l'information. Effectivement, normalement, ça doit rester entre deux personnes. Mais le destinataire qui reçoit ça, qu'est-ce qu'il va en faire ? Au moment où vous vous entendez bien, tout va bien. Il y a une espèce de jeu, etc. Sauf que, malheureusement, la vie, elle évolue et généralement, il y a un moment donné où vous vous entendez plus bien. Et cette personne-là, par la suite, elle a en fait des éléments, par histoire de vengeance, etc., qu'elle va diffuser. Et c'est là où on va commencer à avoir un espèce de contexte de harcèlement, parce qu'il va y avoir des choses qui vont se répéter, il va y avoir des menaces, il va y avoir des insultes, il va y avoir tout ce volet-là. Et là, on va commencer à rentrer aussi sur une notion de harcèlement, mais qui est basée à l'origine sur un mauvais comportement initial de sa part. C'est-à-dire qu'on laisse une opportunité à cette phase de harcèlement également. D'accord ? Donc attention à ça. Le deuxième point qu'il faut également prendre en compte, c'est que la vidéo qui est stockée, d'accord, par un opérateur, qui va être souvent nos réseaux sociaux fétiches, les Snap, les WhatsApp, les Insta, etc. Mais si le serveur se fait hacker, toutes vos vidéos, tous vos messages qui sont soi-disant privés, ils se retrouvent dans le monde public. Et encore une fois, ce qui est important, c'est vraiment de prendre en compte l'impact entre ce qu'on imagine être secret, parce que c'est entre deux personnes, et qu'en fait, cette information-là, vous n'avez plus le contrôle sur elle. Donc la prise de conscience, c'est déjà ça. Attention à votre comportement. Donc votre comportement sur les réseaux sociaux qui peuvent être visibles dans le monde public, comme vient de l'évoquer Baptiste, mais attention également à votre comportement avec vos supports numériques que vous estimez être privés. Parce que le privé, dans le cycle de vie d'une donnée, à un moment donné, on ne la maîtrise plus. Et du coup, elle peut vite se rendre dans le monde public, et là, il y a vraiment un impact important. D'accord ? Donc, malheureusement, j'ai vu pas mal de supports numériques utilisés par des jeunes où il y avait une grosse tendance à cette notion de nude. Hein. C'est vraiment, encore une fois, un phénomène sociétal. Donc, prenez conscience, attention à ce que vous diffusez. D'accord ? Quelquefois, la vie réelle, c'est peut-être pas mal quand même. Le deuxième point que je voudrais aborder, et puis après, on passera la main à Candice, c'est également les chats que vous pouvez faire non plus avec des personnes que vous connaissez, d'accord, avec cet échange où c'est du consenti, mais quelquefois sur des chats où vous êtes à rencontrer des gens, souvent du même âge, etc. Mais
là, je reviens sur le deuxième point, c'est attention à l'exploitation de personnes qui cherchent à contacter des jeunes. Et là, on rentre plutôt sur un volet pédo, d'accord, pédophilie, etc. Mais là, c'est pareil, par des constats, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'adultes qui se font passer pour des profils d'adolescents pour lancer une conversation, pour lancer cette notion de justement essayer d'obtenir des infos, essayer d'obtenir des photos, et puis petit à petit arriver encore à cette notion de nude, etc. Donc attention à votre comportement d'une part, même vis-à-vis des gens que vous connaissez, mais également à la notion de doute avec qui vous discutez. Est-ce que vous êtes sûr que la personne avec qui vous discutez est réellement un ado ou pas? Quelle est vraiment l'intention de cette personne derrière? Donc cet esprit critique, il faut absolument le développer parce que l'usage du numérique fait que quand on est derrière son écran, on est dans son environnement, on a une notion de confiance qu'on n'aurait pas du tout. On n'a pas du tout le même comportement quand on est dans la rue. S'il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vient de suite vous solliciter sur des choses un peu privées, il y a une défense naturelle qui va faire que, oups, là, ça rentre dans mon cercle intime. Dans la vie numérique, on est dans notre environnement et cet esprit-là, cette barrière défensive, elle est moins prégnante. Et c'est là où vous devez absolument rentrer dans cette éducation du numérique, cette hygiène du numérique, pour arriver à vous défendre dans votre vie courante, et ça sera de plus en plus important vu tout l'usage du numérique que l'on a. Donc voilà quelques éléments sur vraiment la problématique du numérique. Et du coup maintenant, quels sont les moyens pour s'en protéger? Et Candice, tout ce que vous avez mis en place à l'heure actuelle. Merci. Alors c'est vrai que ça fait flipper un peu quand on entend tout ça et on se dit finalement on va éteindre nos téléphones et on ne l'utilise plus. Mais c'est vrai que le message qui est important, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous on développe beaucoup d'outils de prévention parce qu'on s'est rendu compte en fait que vos parents, ma génération et vos générations aujourd'hui, on vous a laissé libre cours à découvrir un monde un peu par vous-même. Ça ne nous viendrait pas à l'idée, avec nos enfants, de le laisser aller à l'école tout seul une première fois sans lui indiquer le chemin et de lui faire part de tous les dangers qu'on peut découvrir. Et au final, on s'est rendu compte que dans le numérique, que ce soit nous dans notre expérience ou chez les jeunes, finalement, on l'a découvert un peu sur le tard et surtout, on l'a découvert par soi-même sans forcément comprendre tout ce qui se passait. En termes de prévention, je m'amuse souvent avec des jeunes de leur dire sur les applications que vous utilisez sur le téléphone de vos parents ou sur vos propres téléphones parce qu'ils sont en âge d'en avoir un, est-ce que vous en avez beaucoup? Qu'est-ce que vous avez? Et la première réponse, oui, moi j'ai plein d'applications, je joue à plein de choses. Et je leur rétorque souvent, mais tu dois avoir beaucoup d'argent, ou tes parents doivent avoir beaucoup d'argent pour avoir autant d'applications. Ah mais non, c'est génial, c'est gratuit. Et là, en vient en fait toute cette réflexion de l'évolution aussi des modèles économiques et de se dire que les entreprises ont eu un changement dans leur business model qu'on n'a pas forcément capté tout de suite, à savoir que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est une phrase que vous avez peut-être souvent entendue, mais qui veut dire beaucoup de choses parce que, au final, une information que je vais vous donner, c'est est-ce que vous savez quelles sont les entreprises qui ont embauché le plus de neurologues ces 15 dernières années? Ce sont les GAFAM. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont travaillé de telle sorte à ce que vous puissiez devenir finalement assez addict à ces outils-là, que vous puissiez être à même de transmettre un nombre de données sans vous en rendre compte et sans forcément vous poser la question à savoir si ces données, elles ont une valeur ou pas. Et en fait, pour ces entreprises, si elles vous offrent des services et des applications gratuites, c'est parce que derrière, c'est par les données qu'elles vont capter qu'elles vont se faire de l'argent. Et toutes ces données-là, on a été habitués finalement sans se poser la question, et c'est là où l'enjeu
et la nécessité d'avoir un esprit critique, de toujours se poser les bonnes questions en amont. Finalement, si c'est gratuit, comment l'entreprise peut se faire de l'argent? Ah bah tiens, c'est peut-être avec toutes les données que je vais lui transmettre. Et elle met en place des mécaniques qui va faire en sorte que je vais transmettre de plus en plus de données. Donc on a besoin finalement d'acculturer et d'expliquer aux jeunes et aux parents comment fonctionnent les modèles économiques des applications et des outils digitalisés qu'on a aujourd'hui entre les mains, que ça soit du matin au soir, notamment avec notre smartphone. Ensuite, ce qui a été dit et qui est important, et c'est vraiment, voilà, nous aussi, une manière qu'on essaie de mettre en avant dans nos outils de sensibilisation et de prévention, c'est que la vie réelle et la vie numérique, c'est pas la même chose, et que c'est vrai qu'on a tendance à faire des choses derrière son écran qu'on ne ferait même pas dans la vie réelle ou à une soirée et autres. Et ça, c'est important aussi d'en avoir conscience. Et dans le cadre du cyberharcèlement, c'est important de prendre conscience aussi que liker rien qu'une fois, on peut participer à être le bourreau de quelqu'un qui est harcelé, sans forcément s'en rendre compte. Donc, toujours se poser des questions en amont de ce qu'on fait, à savoir les données que l'on transmet, mais aussi les actions ou les commentaires qu'on va avoir sur Internet sont extrêmement importantes, parce que oui, j'ai liké, j'ai tué personne, c'est pas ça vraiment qui va faire mal, mais c'est la sommation, en fait, de ces actes faits par plusieurs qui entraînent des situations dramatiques. Franchement, je me suis rendue dans plusieurs collèges et dans plusieurs lycées, et en interrogeant les jeunes, je me suis rendu compte que beaucoup n'avaient pas pris conscience du mal qu'ils avaient pu faire en faisant une remarque particulière sur un réseau social envers un des camarades, et qui le regrettaient après coup quand ils voyaient dans quelle situation ça avait pu mettre la personne. Donc voilà, ça c'est des éléments importants. Et donc au sein du groupe Vive et du programme que je mène, on a développé des jeux immersifs. Donc il y en a un d'ailleurs qui est en train de se monter à la Cité des Sciences à Paris, des jeux immersifs pour sensibiliser à la fois les jeunes et les parents à tous ces sujets-là, parce que le numérique c'est génial, il y a plein de choses à faire, ça nous augmente à plein de niveaux, ça nous fait découvrir énormément de choses, et il suffit juste d'avoir les bons réflexes pour que finalement notre vie sur le digital se passe bien. Merci beaucoup, Candice. Si je peux Oui. rebondir sur certains aspects qu'on a évoqués, pour être très concret sur le cyberharcèlement, et pour rebondir sur ce qu'on a dit. Vous avez tous autant que vous êtes, sur vos téléphones, là tout de suite maintenant, faites le travail vous-même, prenez 2 secondes et réfléchissez à votre album photo que vous avez sur votre téléphone. Je suis certain que vous avez tous, les garçons et les filles, des photos que vous ne souhaitez pas voir diffusées. Des photos que vous considérez personnelles. Vous en avez tous, au moins une. Les mecs comme les mecs comme les filles. Supprimez ces photos. Si vous supprimez ces photos-là, ce sera un élément en moins qui pourra être utilisé contre vous dans le cadre d'un cyberharcèlement. La deuxième chose, c'est que vous avez déjà vu une situation de harcèlement. Vous avez potentiellement des groupes de discussion WhatsApp de la classe. Vous avez des groupes Messenger avec des potes, avec des copains, des copines, des gens de la classe. Vous avez tous peut-être déjà un peu charrié dans le groupe de la classe quelqu'un. Vous l'avez peut-être un peu chargé, en mode ouais, c'est bon, c'est pas grave, c'est bon, on l'a chargé un peu. Ça, c'est du cyberharcèlement. Il faut déjà savoir reconnaître ce que c'est le cyberharcèlement. Et si vous assistez à une situation de cyberharcèlement, il faut le dire. Il faut parler. Et effectivement, ce que disait Candice est important. C'est que quand on voit cette situation-là, le fait de ne rien dire, le fait de potentiellement liker, mais même juste d'assister à la scène, c'est se rendre aussi complice de ça. Donc si vous voyez quelqu'un qui a le même âge que vous, qui est dans la même classe, qui est dans le même groupe, qui se prend une charge de la part d'autres, il faut se placer de son côté. Il faut en parler. Et si vous voyez qu'il n'est pas bien, il faut en parler. Je vais prendre mon expérience personnelle.
Comme je l'ai dit, j'ai un gros compte Twitter depuis plusieurs années. J'ai fait pas mal de choses et je me suis pris des dizaines, voire des centaines de milliers d'insultes sur Internet. Et c'est pas une insulte qui vous met mal, c'est pas le problème. C'est le fait que vous ayez des centaines, des milliers de messages qui vous arrivent dessus. Et quand on voit des jeunes qui se suicident, parce que c'est ça la réalité, on n'est pas en train de rigoler, c'est quand on voit des jeunes qui se suicident pour ces raisons-là, hein, pas pour d'autres choses, pour ces raisons-là, c'est qu'en fait, ils ont l'impression que tout le monde est contre eux. Et donc, encore une fois, si vous voyez un camarade, une camarade, qui est dans le mal, parce que vous savez qu'il y a une situation qui n'est pas bien, aidez-la. Allez parler à un adulte, quel que soit l'adulte. Elle ne veut pas parler à ses parents, c'est pas grave, on s'en fout. Vous allez voir la CPE, vous allez voir un prof, vous allez parler à un autre adulte. Il faut communiquer, il faut pousser la personne et assister. C'est super, super important. Et si vous devez retenir qu'un seul truc de tout ce qu'on a dit ce matin, c'est vraiment ça. Vous en connaissez, c'est sûr et certain. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Donc, faites attention à vos données, mais faites attention aussi à vos amis. Et vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage qui est dans cette situation-là. Donc, si vous connaissez une situation de ce type-là, parlez-en, discutez-en, et même, à un moment donné, c'est lui rendre service que d'aller signaler la situation. Parce qu'après, ça donne des drames qui sont terribles, et vous n'avez juste pas envie de ça. Voilà, c'est pas très drôle. Je sais que c'est pas très drôle tout ça, mais c'est super important d'en parler, et ça nous concerne tous. Donc voilà. Merci Baptiste. Effectivement, du coup, on va vous laisser un petit slide qui va synthétiser un petit peu le phénomène. Donc vous avez bien compris que là, on est dans le cadre de la mêlée numérique, donc on a abordé le harcèlement sous l'aspect cyber, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé du numérique, d'accord. Donc est-ce qu'on peut afficher la slide de synthèse? Du coup, voilà, donc 4 conseils pour prévenir le harcèlement scolaire, mais sous un angle cyberharcèlement. C'est vraiment prendre conscience des traces, d'accord, qui sont laissées sur les réseaux sociaux, leur impact potentiel dans la vie réelle, ne pas s'isoler, en parler à un adulte, les parents, les professeurs ou toute autre personne qui va permettre de sortir de cet isolement, parce que c'est vraiment ça qui conduit à la notion du petit vélo, vous savez, qui tourne dans la tête. En fait, c'est ça le problème, c'est que la victime, elle va être en permanence dans cet esprit de toujours se sentir rabaissé, et c'est ça la notion de harcèlement. Ce qu'évoquaient Baptiste et Candice, c'est cette répétition. La répétition, c'est un élément matériel, en fait, d'accord, de cette infraction de harcèlement. Et puis enfin, si j'assiste à du cyberharcèlement, j'en parle, je ne laisse pas faire. Et mesurer l'impact de votre like ou de votre commentaire. Attention, parce que quelque chose qui pour vous peut paraître complètement anodin, pour la personne qui subit ça en permanence, comme l'a évoqué Baptiste, en fait, c'est le petit plus qui peut malheureusement faire passer à l'acte, et l'acte qui est extrêmement négatif. Et enfin, signaler les faits. Et du coup, si j'en parle, si je ne veux pas en parler directement à une personne, là, vous avez deux numéros qui sont à votre service. Le 30-20 pour des faits de harcèlement dans la vie physique classique, et le 30-18 pour les notions de cyberharcèlement. D'accord ? Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, donc ces deux numéros, prenez-les en photo. N'hésitez pas à le diffuser, parce que c'est vraiment dans la sortie de l'isolation, de l'isolement de la personne, qu'on va pouvoir essayer de gérer ces problématiques. Candice, un petit mot de la fin ? Oui, pour être très rapide, moi ce que j'aurais envie que vous reteniez également sur tout ce qui a été dit, c'est qu'effectivement à chaque fois que vous êtes devant votre téléphone, posez-vous toujours les bonnes questions, à savoir est-ce que ce que j'envoie comme données ne me met pas en danger si quelqu'un me veut du mal plus tard. Toujours se poser la question, si je discute avec quelqu'un
de m'assurer de son identité, parce qu'on n'a pas parlé de l'usurpation d'identité, mais c'est un sujet aussi qui est important. Et le dernier point aussi qui est crucial, c'est effectivement de parler et d'avoir aussi un dialogue avec ses parents. Des fois, nos parents, ils sont complètement démunis par rapport à ces questions-là et on n'a pas envie de leur parler parce que, oui, ils comprennent pas ce qui se passe. Même s'ils ne comprennent pas, même s'ils n'ont pas forcément la même connaissance que vous, c'est toujours essentiel, voilà, de pouvoir échanger avec ses parents ou ses proches. Voilà. Merci. Merci beaucoup Candice, merci beaucoup Baptiste. Merci à vous. On va essayer de respecter le timing, d'accord, 9h30, on est au top. Dans tous les cas, voilà, on est à votre disposition par la suite si vous avez des questions. Merci beaucoup et à bientôt. Et bon courage.